Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je vais parler d'humour, ça va changer. Oui, enfin pourquoi parler d'humour? Pour être sûr que ma vidéo ne soit pas censurée. Celle qui parlait de la tragédie ukrainienne en montrant des jeunes adolescents qui partaient sur le front. Que me dit TikTok? Cette vidéo n'est pas éligible à la recommandation dans le fil d'actualité. Voilà. Regardez. Oui, donc on va rencontrer des bêtises sur ce malheureux Kenji Girac, talentueux, très sympathique, qui, en manipulant un Colt 45, a trouvé le moyen, si vous voulez, de se tirer dessus à travers la poitrine. Donc c'est quand même très bizarre. Qui va prendre un revolver et le regarder comme ça enfin bon, bref. Enfin bon, ça fait rire. Heureusement, il s'en sort, il commence à se rétablir. Et puis, franchement, Kenji, tu chantes tellement mieux, tu joues tellement mieux de la guitare que du Colt 45. S'il te plaît, abstiens-toi pour toi et ton entourage. Sur ce, quelques petites vignettes pour vous faire sourire. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Nous sommes mercredi 24 avril. Macron joue au foot cet après-midi. Et demain, il va aller babasser à la Sorbonne pour une seconde fois. Toujours parler, se montrer, paraître. Le bilan de Macron en 7 ans, c'est 1000 milliards de dettes supplémentaires, c'est-à-dire autant que les présidents de la Ve République de De Gaulle à Jacques Chirac. Voilà. Voilà le bilan de ce monsieur, de ce Mozart de la finance qui nous parlait du ruissellement. Vous l'avez vu, vous, le ruissellement? Eh ben non. Voilà. Ben écoutez, votez bien, 9 juin. Au revoir, partagez. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Donc hier, Macron était tout content, il a pu marquer un petit but sur un penalty, donc dans le match caritatif pour l'opération Piège jaune. Bien, il est tout content, il a pu jouer à la baballe pendant que la France coule. Bref. Donc ce matin, 7 ans après son discours à la Sorbonne sur l'Europe, Emmanuel Macron réitère l'exercice ce matin. Sa majorité est vraiment à la peine dans les sondages et certains veulent croire qu'Emmanuel Macron va vraiment donner le vrai départ de la campagne, un coup de pouce à Valérie Hayer, et d'autres pensent que le contexte a changé, que le chef de l'État pourrait s'avérer être un boulet. Oui, le bilan de ce boulet, moi je cherche toujours le ruissellement, mais en fin de compte, je n'ai vu que l'assèchement du peuple. Le bilan de Macron, c'est 1000 milliards de dettes à lui tout seul en 7 ans, soit plus que l'ensemble des présidents de la Ve République de De Gaulle à Jacques Chirac. Rendez-vous compte que le budget de l'État, ce ne sera pas de donner de l'argent pour l'éducation, pour la défense, pour la police, pour tout ce qui est régalien, mais simplement à payer la facture de la dette, donc les intérêts de la dette. Voilà où va passer notre argent en priorité. Je vous laisse 2 minutes avec l'excellent Jean-Philippe Tanguy, qui est intervenu à plusieurs reprises ces derniers jours sur tous les médias. Écoutez, c'est clair, c'est net. À bientôt. Au revoir. Donc savoir si le groupe sera minoritaire ou pas, ça c'est la démocratie, ça dépend du vote des gens. Donc je les invite à se mobiliser le 9 juin massivement, en France et ailleurs en Europe, même si je doute qu'ils m'entendent aujourd'hui, mais et c'est ça, on ne va pas participer, en tout cas ça c'est sûr, à la cogestion socialo-verdo-libérale qui a mis l'Europe dans le mur. Et effectivement, contrairement à Mme Mélanie qui fait des ronds de jambes pour s'associer à Mme von der Leyen, nous ne s'associera jamais à von der Leyen ou à n'importe quel de ses avatars
tard. J'ai vu que Thierry Breton, très élégant, passe par exemple sa vie à savonner la planche de sa collègue après lui avoir fait des ronds de jambes pour avoir toujours plus de pouvoir. Mais ça montre bien la cohérence de Monsieur Breton. Après avoir ruiné la France, ruiné Athos, ruiné Thomson, il ruine les finances européennes. Qu'attendre d'autre d'un macroniste? Finalement, c'est leur ligne, c'est leur fil rouge. Ruiner les finances et ruiner l'intérêt des peuples où qu'ils soient. Encore un mot, Jordan Bardella a déclaré hier qu'il réclamerait une dissolution de l'Assemblée nationale s'il arrivait en tête des Européennes le 9 juin. Quelle est sa légitimité, lui qui n'est pas député français, qui ne prévoit pas de l'être, légitimité à demander une dissolution après un scrutin européen? Il a quand même une légitimité, c'est que Marine Le Pen a indiqué que si on avait une majorité au Parlement français, à l'Assemblée nationale, il serait Premier ministre. Donc c'est un scrutin européen. Oui, mais le 9 on juin, fait de la politique. C'est très étrange parce que je vous pose la question. Je vous dis pas que c'est pas que vous qui posez cette question. Donc ce commentaire dans le pays est très étrange puisque les élections sont évidemment liées. L'ensemble des sujets européens a des conséquences en France. Les sujets français ont des conséquences en Europe. Donc croire que les Français vont seulement voter sur des enjeux européens alors que tout est intriqué. C'est d'ailleurs la ligne d'Emmanuel Macron. On l'a encore entendu hier. D'ailleurs, à cette occasion, M. Macron a utilisé les moyens de l'Élysée pour faire campagne pour Mme Hayet, ce qui prouve son manque total d'éthique et de cohérence, a toujours lié son destin personnel, sa ligne politique à la tête de l'État français et les questions européennes. D'ailleurs, il veut le refaire. Donc on ne peut pas à la fois dire que les lignes sont liées et refuser la sanction, en tout cas l'avis des Français. Donc c'est très clair. Plus le vote sera massif pour Jordan Bardella, plus nous pourrons faire pression pour dissoudre l'Assemblée nationale et bloquer toutes les dingueries du gouvernement, en particulier les finances, parce que quand j'entends hier M. Cazenave, que nous avons auditionné en commission finances, il faut trouver, c'est vos collègues de l'opinion qui l'ont révélé hier soir, il faut trouver, avec la politique de M. Macron et de M. Attal, 95 milliards d'euros. 95 milliards d'euros, ça c'est la purge que va imposer Emmanuel Macron après les élections du 9 juin si nous ne sommes pas largement majoritaires pour Alors on y vient aux finances publiques. Le gouvernement doit-il être plus radical dans ses mesures d'économie? 20 milliards en 2024, 20 milliards en 2025. Est-ce que le retour à 3% de déficit en 2027, c'est un impératif, même si ça suppose de s'attaquer aux services publics? Mais Emmanuel Macron a toujours été très radical sur les finances publiques. Dès qu'il est élu, il fait des choix fiscaux extrêmement injustes, privilégiant une minorité, suppression de l'ISF, instauration de la flat tax, cadeaux multiples multinationales. Tout ça payé par les taxes les plus dégueulasses, il faut bien dire, les taxes sur l'énergie, les taxes indirectes sur la consommation qui frappent les plus modestes et aussi les retraités à l'époque. Donc il a toujours été radical et ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc le ruissellement, c'était du bidon. Le fait que la finance internationale allait soudainement soutenir la France, c'était faux. Et par contre, la facture est très lourde pour les Français. Donc plus de 1000 milliards de dettes. Monsieur Macron a créé plus de dettes à lui seul que tous les présidents de la République, du général de Gaulle à Jacques Chirac. Mais 3%, ça doit rester. Vous avez vu ce jeune homme? Un de plus. Oui, un de trop. Matisse, 15 ans, tué samedi, je crois, à Châteauroux, par un migrant afghan mineur qui venait d'être lâché par la justice une semaine plus tôt pour avoir déjà tenté de voler un portable lors d'un guet-apens. Ce qui s'est passé avec Matisse, il lui a volé son portable. Matisse a pu le récupérer et il s'est sauvé en courant. L'autre l'a rattrapé. Il l'a poignardé, je crois, à 4 ou 5 reprises dans la poitrine et dans le dos. Donc Matisse est un simple fils de restaurateur qui a donc été massacré, assassiné par ce mineur afghan en situation irrégulière. Prière et pensée pour sa famille, condoléances à tous ses proches. Mais encore combien de temps? C'est bientôt toutes les semaines que nos adolescents se font poignarder par des gens venus de très loin et qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas la même humanité. Ce jeune Afghan, ce meurtrier, avait été interpellé il y a quelques jours pour vol aggravé avec violence avant d'être lâché par la justice. Il n'aurait jamais dû, comme tant d'autres, entrer sur notre sol. Une enquête pour homicide a été confiée à la police judiciaire. La maman aussi a été arrêtée. Mais les responsables de la politique générale, de cette politique d'immigration et de la politique pénale sont directement comptables de ce meurtre et responsables. Qui est le juge qui a permis de remettre en liberté ce mineur afghan qui représentait manifestement un danger
pour notre société. Il faudra bien un jour que tous ceux qui organisent l'invasion migratoire de la France répondent de leurs actes. Thomas, Enzo, Matisse. Stop. Les dirigeants de ce pays, ainsi que les responsables du laxisme judiciaire, nous font vivre un cauchemar quotidien. Quels ne sont pas les parents qui s'inquiètent chaque jour quand ils voient leurs enfants, leurs adolescents partir à l'école, partir au cinéma, partir à la salle de sport. Oui. Donc, encore plus de motivation pour que le 9 juin, nous nous mobilisions pour voter massivement pour une rupture politique totale. Stop, stop, stop. Nos dirigeants sont ailleurs et sont complices par leur passivité. Encore condoléances pour cet adolescent. S'il vous plaît, partagez et réveillez-vous. Au revoir, merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2024. Rappelez-vous de Tchernobyl, 26 avril 86. Un très gros mensonge du gouvernement de l'époque qui nous expliquait que grâce à un anticyclone, la pollution s'était arrêtée à la frontière franco-allemande et que nous n'avions pas à craindre pour notre santé. Et voilà. Je peux vous dire que moi, ça fait une trentaine d'années, si ce n'est plus, que je prends des cachets tous les matins pour ma thyroïde. Mais bon, on a l'habitude et on a eu récemment l'occasion de voir que certains mensonges sur la santé des Français sont toujours d'actualité, mais je ne dirai pas plus. Voilà. Mais on va parler du nucléaire et des Verts allemands qui sont des gros menteurs. Il y a tout juste un an, donc l'Allemagne sortait définitivement du nucléaire. C'était le motif, leur lutte acharnée, hein, voilà, et donc c'était le 15 avril 2023, les 3 dernières centrales nucléaires étaient débranchées en Allemagne, en pleine crise, hein, parce que bon, ça fait quand même 2 ans, 3 ans qu'on galérait pour le prix de l'électricité et de l'énergie en général. Donc les Verts faisaient débrancher ces centrales nucléaires pendant que Emmanuel Macron nous annonçait la construction, enfin après avoir voulu fermer 30 ou 40 centrales, avait retourné sa veste si on peut dire, et nous annonçait la relance du programme nucléaire avec la construction d'une nouvelle génération de mini-réacteurs. Voilà. Et puis de nombreux pays occidentaux se demandaient si ce n'était pas quelque chose d'intéressant, car attendre le vent ou le soleil ne suffit pas à garantir un approvisionnement en toute saison, un approvisionnement énergétique. Et il y a un ministre, Robert Habeck, un ministre allemand de l'économie et de la transformation climatique, et lui, il avait l'air de dire qu'il n'y avait pas de problème, nous sommes la plus grande puissance européenne, nous sommes le numéro 4 au niveau mondial, l'Allemagne, et ils allaient très bien se débrouiller sans le nucléaire. Et il fallait absolument accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Donc, à tous ceux qui lui demandaient s'il ne fallait pas mieux prolonger la durée de vie des centrales encore en activité, parce qu'il y avait la guerre, on n'avait plus le gaz russe, bon, c'était quand même logique. Donc lui, ce monsieur, sûr de ses convictions, répondait qu'aucun argument ne justifiait une telle décision de maintenir les 3 centrales nucléaires. Voilà, hein. Surtout pas faire machine arrière. Voilà. Et puis il y a eu plusieurs enquêtes, c'était quand même très très compliqué pour sortir les éléments, mais il y a un journal qui s'appelle Cicéro qui a abouti à une conclusion édifiante. Les hauts fonctionnaires du ministère, des Verts, des militants verts, écolos pour la grande majorité, auraient systématiquement ignoré l'avis des experts. Les experts avaient été consultés et payés par les deniers contribuables, hein, et les équipes chargées de dossiers nucléaires auraient rusé pour tromper l'opinion. Et voilà. Donc, rétention d'informations
et manipulation. Voilà, c'est un scandale de premier ordre. Et, pour un gouvernement allemand qui se targue de défendre la démocratie et la transparence, cette affaire montre encore une fois que il y a une grosse méfiance et une grosse défiance des citoyens envers la politique. Et vous allez voir un extrait qui en parle dans le journal d'Europe 1, qui explique un petit peu tout cela. Voilà, écoutez. Vous, Emmanuel Macron, j'allais l'appeler. Non, Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Ducrot. J'en suis surprise. Ah oui, non pas, c'est l'enthousiasme. Une affaire, vous nous parlez d'une affaire qui fait scandale en Allemagne ce matin, Emmanuel. Des hauts fonctionnaires des Verts, du parti Les Verts, du ministère de l'économie et de l'environnement, ont falsifié des rapports pour hâter la fermeture des centrales nucléaires. Révélation il y a quelques jours du magazine berlinois Cicero. Elles éclaboussent Robert Habeck, le ministre écologiste de l'économie et de la transition énergétique. Alors, ce magazine Cicero a ferraillé pendant plusieurs mois avec la justice et l'administration pour obtenir la communication de notes internes. Le journal voulait comprendre pourquoi l'Allemagne avait décidé de fermer ses 3 dernières centrales nucléaires en avril 2023, alors que le pays était plongé dans une crise énergétique sans précédent, qu'il était dépendant du gaz russe, en train de voir les prix de l'électricité s'envoler, autant que sa facture carbone, puisqu'elle est, je vous le rappelle, 8 à 10 fois supérieure à la nôtre pour la même production électrique. Tout ça lui semblait irrationnel. Alors qu'a découvert le magazine Cicero ? Eh bien, en épluchant les correspondances, les notes internes, il a découvert que de hauts fonctionnaires verts du ministère de l'économie et de l'environnement avaient délibérément falsifié des rapports d'experts qui alertaient sur les dangers de fermer les centrales. Ces fonctionnaires voulaient imposer la sortie du nucléaire à tout prix, contre toute raison économique et scientifique. Il fallait prouver le dogme en dépit de toutes les alertes des experts sérieux. L'Allemagne pouvait s'en sortir avec 100% du nucléaire. Eh bien, ils ont fait ce qu'il fallait. Et le magazine donne des exemples concrets, Emmanuel ? Bien sûr, une note interne du ministère de l'Environnement de mars 2022. Dans celle-ci, des experts expliquent que la prolongation des centrales nucléaires pendant des années ne pose aucun problème de sécurité. Mais leur avis ne colle pas avec l'idéologie verte, obsédée par la sortie de l'atome. Eh bien, leur avis a été réécrit à leur insu. On leur a fait dire exactement l'inverse de ce qu'ils pensaient. Même chose avec des notes d'experts qui expliquaient qu'il fallait prolonger l'exploitation des centrales pour réduire les prix de l'électricité et stabiliser le réseau électrique, ou d'autres notes alertant sur les risques de pénurie d'électricité. Eh bien, elles ont tout simplement été passées à la trappe par des hauts fonctionnaires. Ils ont volontairement soustrait au débat les analyses qui ne convenaient pas à leur feuille de route militante. Bah oui, pourquoi s'embêter avec les faits ? En tout cas, ça chauffe depuis quelques jours pour le ministre Robert Habeck. Il était au courant ? Toute la question est maintenant de savoir s'il savait. Selon Cicero, le ministre de l'économie n'a jamais reçu la version originale de certaines notes. Alors lui dément. Ces allégations selon lesquelles certaines informations secrètes ne me sont pas parvenues sont fausses. Ça, c'est une défense à double tranchant qui signifie qu'il a préféré l'idéologie à la sécurité énergétique de son pays. Le feuilleton ne fait que commencer. Des voix s'élèvent en Allemagne pour exiger une commission d'enquête parlementaire, voire la démission de Robert Habeck. Bombe nucléaire à fragmentation dans la vie politique. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Bonne journée à vous, Emmanuel. À demain. Bonjour à tous. On va revenir un petit peu sur les faits concernant Matisse. Alors, il semblerait, d'après ce qu'on a pu savoir, qu'il y a eu une première bagarre. Certainement, Matisse, se défendant de l'agression de ce jeune Afghan, lui a mis un coup de poing. Et lui a un petit peu saigné du nez. Donc son honneur était bafoué, donc il a fallu qu'il rentre chez lui, récupérer un couteau pour revenir dans la rue et poignarder à plusieurs reprises, dont un directement au cœur, le jeune Matisse. La mère a suivi son fils, la mère afghane a suivi son fils, et lorsque Matisse était à terre, en train de se vider de son sang, est venu également lui donner des coups de poing ou des gifles sur le gamin en train de mourir. Voilà, triste révélation. Je vais vous laisser une vidéo de Ben le patriote, qui explique bien un petit peu le ressentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de racailles qui enveniment la vie de tout le monde, quelles que soient les communautés. Par contre, je vous mets une toute petite parenthèse, j'ai vu une enquête
sur les faits d'un sociologue du CNRS qui a l'air de nous dire que la délinquance est en baisse. Oui. Les enquêtes sont contrastées, les résultats des enquêtes. Certains faits diminuent, comme la consommation de cannabis chez les jeunes. Ah bon? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui fument, qui font de la fumette. Bon, les atteintes aux biens, les vols, les affaires de vol avec intimidation, le racket sont stables, tout comme les menaces. Mais par contre, il y a l'apparition de nouvelles formes de délinquance, comme le harcèlement sur Internet. Voilà. Mais selon lui, il n'y a pas une élévation du nombre d'homicides chez les mineurs. Incroyable. C'est quand même incroyable parce que, bon, j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup plus de gamins de 14-15 ans qui se baladent avec des couteaux et qui en font usage. Qu'est-ce qu'il nous dit également? Que, oui, que les jeunes ne sont pas plus violents que leurs aînés. Il nous explique également que le gouvernement envisage plusieurs mesures, notamment d'imposer un couvre-feu. Il nous explique, écoutez bien, cela fait partie de la stratégie de médiatisation qui consiste à annoncer des choses dont on sait qu'elles n'auront pas beaucoup d'effet. C'est une posture morale. Voilà. Voilà ce que nous dit. Donc, les annonces de Attal, c'est simplement de la stratégie de médiatisation. Voilà. Vous savez tout. Je vous laisse avec Ben et vous allez voir, c'est quelqu'un de très sensé, issu de l'immigration, mais dès comme ça, j'apprécie énormément toutes les vidéos, tous les TikTok qu'il fait. Vous allez découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Allez, on y va là. Ça fait mal au cœur parce que personne parle de lui dans les réseaux. C'est normal parce qu'il s'appelle juste Mathis et pas Rachid, Youssef, etc. Sinon, on en parlerait partout dans les réseaux de cette France raciste. Mais c'est normal parce qu'il s'est fait tuer encore une fois par un migrant de 15 ans qui ne sera pas puni. Et c'est normal aussi que les Français d'origine maghrébine, les musulmans, ne se sentent pas concernés par cette histoire parce que Mathis, c'est un jeune blanc. Et ils ne remettront jamais en question que c'est encore un migrant qui tue. Par contre, quand c'est la police, ça, vous savez embraser les quartiers et on le sait très bien. Mais dites voir, est-ce qu'il y a plus de Mathis, de jeunes blancs de 15 ans, adolescents qui meurent, ou de Naël, des jeunes de quartier qui meurent par la police? Alors oui, il faut pas comparer les deux, attention. Ça va encore me valoir des menaces, mais il faut regarder les choses en face. Vous oubliez vite quand c'est un jeune comme ça qui meurt par un migrant, par des racailles. Et là, pour le coup, c'est un migrant qui est une racaille en plus. Mais ça, c'est pas votre combat. Parce qu'il n'est pas de votre côté. Toutes mes condoléances à la famille de Mathis. Et au lieu que ce soit dans les médias qui parlent de cette affaire, on devrait plus en parler dans les réseaux, justement, et montrer qu'on est frustré et qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas votre combat parce qu'il est blanc. Et c'est pas comme ça qu'on réussira à vivre ensemble.